Euh, Bonjour, merci à Gilles Clément de cette invitation. Je vais pour ma part vous parler de quelque chose d'un peu différent puisque je vais essentiellement axer mon propos sur le caractère euh, artistique, disons, des rapports à l'économie tels que je les ai réfléchis, l'économie et l'écologie. Euh, alors, d'abord, je cite cette phrase de Gilles Clément. Chaque homme assujetti à sa propre cosmogonie porte en lui un jardin qui traduit le paysage et derrière celui-ci l'univers entier. C'est une phrase qui est extraite d'un texte qu'il avait publié en 99 et donc qui fait écho à ses préoccupations actuelles. Alors pour alimenter la réflexion de Gilles Clément sur les rapports entre échanges matériels ou économiques et échanges immatériels ou cosmologiques qui affectent conjointement le paysage, j'aborderai les choses par, comme je l'ai dit, le biais de l'art, en m'intéressant à la façon dont il nous permet de percevoir cette dimension à la fois sensible et spirituelle du paysage. Si je parlerai de cosmologie, ce sera alors de façon parcimonieuse, et quoi qu'il en soit, dans un sens assez particulier, en essayant néanmoins de rester dans l'esprit de la question. Alors, je m'intéresserai surtout à la dimension historique et culturelle, voire spirituelle du paysage tel que l'art nous la restitue, et ceci dans un contexte bien précis de bouleversements écologiques qui ont pu affecter diverses régions du monde, 3 en particulier, dont je parlerai d'abord pour illustrer mon propos. Je trouve que là aussi 3 exemples, comme dans le cas de Frédéric Pouzin, on ne sait pas tout à fait donner le mot, mais presque. Le premier exemple concerne l'Europe centrale, où l'on a détruit tout un territoire situé à l'extrémité de la Prusse orientale, dans cette région ici, entre la Pologne et l'ancienne Tchécoslovaquie, et que l'on avait autrefois appelé le Jardin de la Bohème. C'est là, dans cette région des monts métallifères, que Hans Caspar Friedrich est venu y peindre ses premières toiles, comme le fameux voyageur contemplant la mer de nuages. S'il existait alors une petite activité d'extraction minière dès le Moyen-Âge, les choses ont radicalement changé avec la révolution industrielle dans la seconde moitié du XIXe siècle. Toute cette zone, au pied de ces monts métallifères, est devenue l'un des principaux centres industriels de l'Empire austro-hongrois. On commença alors à y extraire le charbon en quantité impressionnante. Vers 1870, dans la seule Tchécoslovaquie, on avait atteint 2 millions de tonnes de lignite par an et 17 millions de tonnes en 1910. On extrayait le charbon en profondeur, ce qui, en comparaison de l'extraction à ciel ouvert, perturbait moins le paysage, soi-disant, mais permettait de profiter des ressources, 45% environ. Dans cette région, dont l'aspect avait été formé depuis des siècles par l'agriculture et la sylviculture, des tours d'extraction commencèrent à émerger, des terrils, des complexes d'usines et des amas de la gangue y dominèrent. À la fin de la guerre, c'est 20 millions de tonnes, 40 millions en 1960, 75 millions en 1984. Le paysage fut totalement ravagé sur 270 km². On a déplacé 65 fois le lit de la rivière Bilina sur 70 km de son cours d'eau. En s'efforçant d'arracher à la nature ses richesses, écrit l'historien Joseph Wawrusek, l'homme détruisit systématiquement jusqu'à son œuvre même. Ainsi, l'ancienne ville royale de Most, avec ses 35 000 habitants, dut en 1952 laisser la place à l'extraction du charbon. 84 autres villages subirent le même sort, 27 villages furent en partie détruits, quelques dizaines de localités archéologiquement précieuses, attestant du peuplement très ancien de cette région, disparurent de même. Ces images que je vous ai montrées de Josef Koudelka, faites dans la partie tchèque, sont évidemment impressionnantes. Elles produisent un sentiment particulier entre l'émerveillement et l'effroi. On ne sait trop ce que l'on ressent en les regardant, mais on est d'une certaine façon submergé par ce que l'on voit. Je ne vous en ai montré que quelques-unes, mais on peut dire qu'à la manière du sublime, quelque chose nous dépasse. Mais à la différence du sublime, quelque chose aussi nous plaque au sol violemment et nous ramène à une réalité qui nous concerne directement.
Le sentiment esthétique est doublé alors d'un sentiment moral qui éveille en nous une forme de protestation. C'est comme si on nous présentait une orchidée dont on aurait savamment disposé les pétales arrachés autour de la tige. Ce qui nous frappe ici, ce n'est pas seulement la rigoureuse composition de l'ensemble, dans ces images, bien sûr, c'est à travers cette composition l'évocation d'un monde perdu et dont nous sentons en partie responsables de la perte. Il est difficile alors de nous parler de beauté, et pourtant ces images nous touchent esthétiquement. Elles ont une force extraordinaire sans être des images manifestes ou militantes. Elles appartiennent à ce que j'appellerais volontiers une esthétique du désastre. Le second exemple, c'est le barrage des Trois Gorges, situé sur le fleuve Yangtze au centre de la Chine, dans la province de Hubei, sur un site qui a été traditionnellement l'objet de pèlerinages touristiques et un haut lieu célébré et représenté tout au long des siècles par les artistes et les lettrés chinois. La région regorge de sites importants qui ont disparu, engloutis sous les eaux. 13 000 de ces sites importants, selon certains historiens, ont ainsi été engloutis, parmi lesquels ceux où l'on trouve des vestiges de la civilisation Ba, un peuple ancien qui était installé dans la région il y a 4000 ans. Ce barrage est désormais le plus grand barrage hydroélectrique du monde et il a été mis en service en juin 2006. Ce fut un chantier pharaonique, aujourd'hui considéré comme dangereux pour la population vivant alentour. Pour réaliser ce barrage, il a fallu déplacer 1 million de personnes et condamner 1200 villages. Mais 20 000 personnes supplémentaires devront être relogées en 2012 en raison des risques de glissement de terrain à proximité du barrage. Le cinéaste Jia Zhangke a fait, je le prononce mal, excusez-moi, en 2007 un film sur le sujet que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Still Life, sur lequel je ne m'attarderai pas, qui est un très beau film qui met en scène, à travers une fiction, les problèmes que peuvent rencontrer la population qui vit dans cette région au moment où ces villages sont en voie de destruction. Un autre artiste, Yang Yi, a fait, jeune artiste, de ce barrage et de ses conséquences désastreuses le thème de son travail artistique. Né à Kaishan, Yang Yi a vu son village natal construit sur un affluent du fleuve Yangtze, submergé par les eaux en 2009. Avant cela, il a voulu témoigner et capturer ce paysage bientôt voué à la disparition en montrant la réalité désormais fantomatique. Il a ainsi photographié des habitants munis de masques et de tubas qui continuent de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ils font de la gymnastique, comme on le voit ici, ou bien ils flânent dans les rues, ou bien encore ils vendent du poisson, ou encore ils jouent au mahjong. Il les a saisis ainsi, puis il les a immergés en quelque sorte dans les eaux du lac grâce à des techniques de retouche qui jouent avec les reflets de lumière et qui simulent les bulles d'air échappées des tubas. Tous ces personnages semblent des revenants qui auraient repris forme humaine afin de redonner vie à leur village. C'est une façon mélancolique et inventive en même temps de créer une continuité entre présent et futur en donnant à celui-ci un sens positif malgré les ruines qui témoignent d'un monde disparu. Le troisième exemple concerne un site d'exploitation minière abandonné, non loin de Chicago, dans l'Illinois. L'artiste du land art Michael Heiser a réalisé en 1986 une série de sculptures colossales qui rompent avec son vocabulaire abstrait pour s'inspirer de formes animales comparables à celles des tumuli que construisirent dans les anciennes civilisations indiennes dites des Mound Builders, qui habitaient le long du Mississippi entre 900 avant notre ère et 1500 après Jésus-Christ. Cette civilisation avait pour coutume d'enterrer les morts dans des tumuli. Dans le nord de la vallée du Mississippi, surtout dans le Wisconsin, l'État qui est juste au-dessus de l'Illinois, on trouve des tertres d'environ 1 mètre ou 1,50 m de haut, représentant des aigles, des ours, des serpents et d'autres animaux. Ils ont été fouillés dès le XVIIIe siècle et ont été popularisés dans les années 1850 par les tableaux et les gravures de John Egan, peintre de Philadelphie, à partir des relevés qui avaient été faits par l'explorateur Montorville Dickinson, qui utilisait ces images peintes sur de la mousseline pour illustrer ses conférences. Le lieu dit Buffalo Rock, au bord de la rivière Illinois, était un terrain de chasse pour les Indiens Illini.
Dans les années 30 du XXe siècle, les 3/4 du plateau nord, qui avait servi de ferme après l'expulsion et la destruction des Indiens de cette région plus d'un siècle auparavant, furent dévastés par l'installation d'une mine de charbon à ciel ouvert qui exploitait un gisement situé à environ 10 mètres sous la surface du sol. Du schiste argileux en haute teneur acide et du pyrite ont été répandus sur la couche de terre arable et le sol entier a été contaminé, si bien qu'il n'est plus resté là aucune trace de vie. Le paysage, dévasté, était entièrement retourné avec des trous d'eau noire remplis de liquide acide qui débordaient dans la rivière et avec les pluies. Le travail de Michael Heiser a consisté à reconstituer tant bien que mal ces sols, en adoptant ensuite la forme de tumuli qui correspondait aux animaux que l'on trouve dans la région. Cette idée lui est venue de la découverte d'un livre, découverte hasardeuse chez un antiquaire, The Antiquities of Wisconsin, publié en 1855 par Alan Lapham, qui était un ingénieur de l'époque et qui avait fait le relevé systématique des tumuli indiens de la région du Wisconsin, dont presque tous ces tumuli ont disparu. En lisant ce livre, Heiser se rendit compte alors que les formes de ces tumuli étaient en rapport avec la faune et la flore de la région. Et il décida, en hommage aux Indiens exterminés, d'en réaliser 5, évoquant les animaux que l'on trouve à proximité du site: serpents, araignées d'eau, poissons-chats, grenouilles et tortues. Alors, ce site est aujourd'hui extrêmement abîmé. Là, c'est beaucoup mieux que ce que vous pourriez en voir maintenant. Ça a été érodé terriblement et il ne reste plus grand-chose. On peut le voir à peine d'avion ou d'hélicoptère. On voit dès lors, à travers ces exemples, que l'art joue plusieurs rôles à des degrés divers. D'abord celui d'une sensibilisation d'un certain genre, puisqu'il a la capacité de rendre visibles des phénomènes auxquels nous ne prêterions sans doute pas attention autrement. Les photographies de Koudelka se veulent des moyens d'interpeller ceux qui les regardent à travers un livre, Le Triangle Noir, qui fut édité en 3 langues, introduit par un historien et préfacé par Václav Havel, l'écrivain longtemps dissident, devenu président de la République tchèque. Si ces images prennent un sens particulier à l'intérieur de ce dispositif précis, elles ne sont pas non plus là pour illustrer un propos. En elles-mêmes, elles bousculent les images traditionnelles que nous nous faisons du paysage. Elles portent, comme je l'ai déjà dit, une contradiction intérieure liée au fait qu'elles nous fascinent par cela même qu'elles dénoncent. Du même coup, elles nous incitent à essayer de comprendre ce que nous voyons. Elles engagent un processus intellectuel qui nous oblige à réfléchir, comme dans les peintures de Piero della Francesca, dans la légende de la croix, ces peintures qui disposaient, en écrasant la perspective, ce que l'historien de l'art Thomas Marton appelle des trompes l'intelligence, c'est-à-dire des dispositifs qui nous invitent à nous rapprocher pour comprendre comment l'espace est en réalité plus profond qu'il n'y paraît de prime abord. Ainsi, en nous attirant, les photographies de Koudelka permettent de comprendre à la fois ce qui nous repousse en elles et, en le comprenant, de réfléchir au processus qui a conduit à cette situation et au développement historique et culturel que cela suppose. Le deuxième exemple, et j'arrêterai ici avec les images, puisque en tout cas ça ne concernera plus mon propos. Le deuxième exemple, je reviens à celui que j'avais pris tout à l'heure, donc vous vous souvenez de ce jeune Chinois qui met en scène les populations sous l'eau. Le deuxième exemple met l'accent sur l'invention artistique, sur la capacité qu'a l'art de nous projeter vers l'avenir à partir du présent et d'anticiper quelque chose que nous ne pouvons ni voir, ni non plus imaginer. Le travail de Yang Yi est une fiction, mais en cela, elle ne s'oppose pas au réel. Comme toute fiction, elle a aussi une valeur cognitive, elle nous fait comprendre quelque chose de notre monde. Mais en produisant ces scènes supposées sous-marines, l'artiste affecte notre perception d'une ironie particulière. En faisant comme si ces villages démolis étaient déjà immergés sous les eaux au moment où il réalise ses œuvres, l'artiste attire notre attention sur les possibles contingents et rompt ainsi avec une chaîne causale inéluctable. Les choses pourraient ou auraient pu être autrement. Pourquoi ? À quelles conditions ? L'imaginaire ainsi glissé entre nous et les choses que nous percevons,
désamorce ce que nous considérons trop souvent comme une fatalité. Le troisième exemple insiste sur un autre aspect que de l'art qui se combine en fait aux deux autres et qui concerne son caractère commémoratif. Car tout art, on peut le dire, est toujours, à quelque degré que ce soit, une célébration du temps passé dans le temps présent, pour et en vue des temps à venir. Si les artistes veulent aujourd'hui intervenir dans de tels sites, il faut qu'ils travaillent, non pas sur l'espace, d'une certaine façon, mais sur le temps, qu'ils ouvrent des couloirs temporels pour le regard, en faisant fond sur la mémoire collective comme sur une matière résurgente. C'est ce que fit Michael Heiser en 1985, qui, en renouant avec le passé d'un peuple exterminé, donnait à ce geste artistique sa véritable dimension politique. Pour prolonger cette réflexion ici et mieux lier la question de l'art à celle de l'écologie, je dirais que ce qui me frappe d'abord, c'est que la pensée écologique est fondée sur un principe dynamique. Elle ne peut en aucun cas se présenter comme un conservatoire destiné à protéger certaines espèces ou certains biotopes, même si c'est en partie sa fonction, comme pour le fameux conservatoire du littoral, par exemple. Cette dynamique est en elle-même fondée sur des équilibres évolutifs qui signifient que la nature se réadapte en permanence. Cela veut dire aussi que penser de façon écologique, c'est nécessairement inventer, car, comme l'écrit Gilles Clément, partout la nature invente. L'artiste, au fait des mécanismes naturels, accompagne cette invention tout en en révélant. Il ne limite pas au sens le plus classique, mais il en déploie des possibilités insoupçonnées. Il manifeste sa présence où on ne l'attend pas, dans les villes, par exemple, comme Michel Blasi, cet artiste qui a créé, par exemple, un guide des mauvaises herbes en milieu urbain. L'artiste rend visible une nature dont la présence n'a pas toujours l'évidence que l'on croit. De ce point de vue, la vision orientale traditionnelle de la nature me semble exemplaire, et l'on comprend d'autant mieux la violence que représente pour ceux qui en ont été victimes un projet comme le barrage des Trois Gorges, quelles que soient les raisons d'agir ainsi du gouvernement chinois. La pensée chinoise de la nature, écrit François Julien, ce philosophe spécialiste de cette pensée et des rapports entre cette pensée et la pensée occidentale, la pensée chinoise de la nature s'est gardée de poser un premier principe transcendant comme caractère d'universalité et point de départ logique de sa réflexion. C'est ainsi qu'elle a pu prendre conscience du principe ordonnateur de la réalité comme principe de créativité à l'origine de l'avènement de toute réalité phénoménale. La vision orientale chinoise, ou disons par exemple confucéenne, considère d'abord l'harmonie de l'homme et de la nature et ne peut séparer éthique et esthétique. Il est bien clair aujourd'hui que cette question est de plus en plus centrale dans nos sociétés occidentales, et cette solidarité évidente, même si elle ne saurait oblitérer le fait qu'en matière d'art, les seules intentions morales ne peuvent se substituer à une œuvre, dont les qualités doivent aussi avoir une pertinence sur le plan de leur réception et de la capacité qu'elles ont à produire une véritable expérience esthétique. Une sorte de cosmologie diffuse fait écho à toutes les interventions artistiques à travers la réalisation de mythes personnels qui renouent avec une histoire syncrétique et mythique de l'humanité. 1000 scénarios sont possibles, comme les scénarios de la nature elle-même, dont la diversité est sans limite. Ces récits trouvent dans chaque culture et dans chaque individu un élément particulier de recomposition et en même temps de différenciation. Rien ne saurait être postulé comme des archétypes, mais chacun, à travers sa propre culture, a la capacité de toucher imaginativement tous les autres. La cosmologie, qu'elle soit de nature scientifique ou mythique, parle de notre rapport à l'univers. L'écologie nous parle au fond de la même chose, puisque de son point de vue, notre place dans le tout dépend de l'ensemble de la chaîne des êtres vivants. Dans cette perspective, alors, une des fonctions de l'art est de nous permettre de réinventer cette place en nous mettant dans un certain état de réceptivité aux choses qui nous pousse à vouloir les changer, non pas au nom d'un principe abstrait, mais par rapport à notre propre équilibre, qui lui-même dépend intimement de notre environnement naturel et social. Notre économie moderne capitaliste nous a placés dans un rapport de séparation avec cet environnement, avec la culture et avec l'esprit en général, avec notre propre corps enfin. Le seul fait d'ailleurs de distinguer si simplement corps, esprit, environnement en témoigne. L'économie est devenue une pensée de la séparation qui s'oppose de ce point de vue à l'écologie. Je ne dis pas qu'elle s'y oppose en droit, mais elle s'y oppose en fait. On produit non pour redistribuer, mais pour enrichir une partie de la planète
au détriment de l'autre. 3/4 des richesses sont concentrées dans 1/4 du monde, avec des méthodes de production qui, jusqu'ici, ont privé les véritables producteurs des bénéfices de leur travail, en polluant les sols où ils vivaient, en exportant les biens qu'ils produisaient sans véritable contrepartie. Si le paysage est à l'image des hommes qui l'ont transformé, il est devenu parfois, dans les images que je vous ai montrées par exemple, l'expression de leur exil en certains lieux de cette planète, l'expression d'un astre qui s'absente à lui-même, d'un véritable désastre. Nous sommes séparés aussi de notre corps par des images et des discours qui nous en dépossèdent, des régimes alimentaires qui le mettent gravement en péril, l'obésité galopante dans tous les pays, et spécialement aux États-Unis, où plus d'1/4 des adultes sont obèses, des soins qui le déshumanisent. Entrer aujourd'hui dans un hôpital, c'est souvent abandonner aveuglément son corps à la médecine. Enfin, nous sommes séparés de notre esprit par des mots d'ordre, un jargon, qui tarissent notre capacité à renouveler notre façon de parler, de penser et de ressentir. C'est quelque chose qu'Orwell, par exemple, avait très bien observé et analysé dans la presse de son temps. Il en donne une image saisissante dans son roman d'anticipation 1984, avec l'invention de la novlangue. La culture est souvent devenue un écran et un faire-valoir social, et quand l'art ne devient plus que marchandise culturelle, il est en danger. L'art contemporain doit donc être écologique au sens large, au sens d'une puissance de réinvention pour tous, sous peine de perdre toute nécessité et d'être confisqué, comme il l'est déjà en partie, par des discoureurs opaques ou de riches collectionneurs qui ne feront que poursuivre ce processus économique de séparation. L'art invente de nouveaux scénarios pour la vie et nous donne envie d'en être les acteurs. C'est en ce sens qu'il pourra participer à une écologie au sens élargi. Alors l'artiste, avec d'autres moyens et d'autres attendus, partage, me semble-t-il, cette responsabilité avec le jardinier. Merci.